Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai un petit peu de retard parce que j'ai eu un petit problème technique, mais me voici. Donc, je vous avais promis un live pour mieux connaître les besoins de l'enfant. J'organise et je vous propose pendant à peu près une semaine une série d'interviews et de live en direct fait avec des spécialistes de l'enfant et de la relation adulte-enfant, en particulier avec des collègues coachs parentales et consultantes en éducation qui ont été formés dans la même école que moi, à savoir l'école fondée par Isabelle Filiosa, avec une invitée spéciale qui n'est pas coach parental, mais qui est thérapeute spécialisée dans la guérison des blessures de l'intime et notamment des violences sexuelles, qui va aussi vous parler de comment prévenir et comment parler à l'enfant de manière à pouvoir prévenir et de pouvoir le protéger en fait de ces violences sexuelles qui sont aujourd'hui encore trop, trop nombreuses en fait aujourd'hui. Un enfant sur 5 est encore victime aujourd'hui en France de violences sexuelles. Et puis le reste du temps, ce sera des coachs parentales qui viendront vous parler de divers sujets. Alors, il y a déjà une interview de Aude Proisy que vous pourrez retrouver dans un post juste en dessous sur les droits de l'enfant, puisque cette semaine est organisée spécialement à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant qu'on fête aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 31e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU par l'ensemble des pays du monde, ou quasiment. La France a été le deuxième signataire il y a 31 ans. Alors, donc aujourd'hui, pour commencer un petit peu, je voulais vous parler des besoins spécifiques des enfants et comment y répondre et comment pour éviter le stress, en particulier dans cette période actuelle où le stress est important. Vous avez dû remarquer qu'avec cette pandémie, avec toutes les contraintes sanitaires en fait qui ont été imposées depuis la reprise après les vacances de la Toussaint, peut-être que vos enfants sont un petit peu plus énervés, un petit peu plus agités que d'habitude. Eh bien, en général, il s'agit de stress et donc je vais vous parler un petit peu de ces besoins de l'enfant. Alors, je vous en parle aussi parce qu'on parle des droits de l'enfant, bien évidemment, dans cette occasion de fêter le 31e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ces droits de l'enfant sont spécifiques à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas un petit adulte. L'enfant a des particularités qui sont liées à son immaturité cérébrale et émotionnelle, et aussi au fait que c'est un petit être qui est vulnérable et qui dépend de nous adultes pour vivre, pour survivre, en particulier dans sa première année de vie où il ne peut tout simplement pas se nourrir seul en fait. Et même plus tard, à 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans et même adolescent, c'est encore un enfant. Un enfant a été défini par la Convention internationale des droits de l'homme comme tout être humain ayant moins de 18 ans. À l'adolescence, ce sont encore des enfants qui ont encore des besoins spécifiques. Donc, c'est important de vraiment avoir conscience des besoins spécifiques de l'enfant pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins et pouvoir leur accorder des droits qui sont en accord avec ces besoins qui sont vraiment spécifiques. Alors, je fais un aller-retour du coup assez régulier sur la page pour voir si j'ai des commentaires. N'hésitez pas, on va pouvoir, si vous avez des questions, peut-être qu'on va pouvoir en parler à la fin. Comme ça, moi, ça me permet je vais partager mon écran et puis je départagerai tout à l'heure pour voir vos questions et pouvoir vous répondre. OK? Alors, du coup, je partage mon écran et je voulais donc vous parler des besoins primaires des enfants. Et vous allez voir, ce n'est pas uniquement des besoins des enfants en réalité, hein, c'est les besoins de l'être humain en général. Alors, vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow. Moi, je vais vous proposer une pyramide qui est beaucoup plus simple, qui ne comporte que 3 étages et qui comporte souvent des besoins qui sont
Peut-être méconnu et en tout cas largement sous-estimé par la grande majorité des gens aujourd'hui et par notre société de manière générale. Alors cette pyramide, elle est composée, donc ce que je disais tout à l'heure, de 3 étages. Le premier étage, tout le monde les connaît, ce sont les besoins physiologiques. Alors les besoins physiologiques, quand je demande, quand je pose la question, d'ailleurs vous pouvez répondre dans le live en mettant vos petits commentaires. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans les besoins physiologiques? Donc, souvent on me dit, ok, quand mon enfant a faim, a soif, a froid, a chaud, est fatigué, la fatigue, le manque de sommeil. Donc voilà, ce sont des besoins physiologiques. Il y a aussi un autre besoin physiologique qui est le fait d'avoir les sens surchargés. Donc, quand un enfant est dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de sollicitations, ça peut aussi créer un besoin, en fait, un besoin en termes physiologiques. Et puis, il y a un besoin dont on parle peu et qu'on valorise peu dans notre société, c'est le besoin de bouger. Parce que on est dans une société où on demande aux enfants de beaucoup rester assis, notamment à l'école. On leur demande de ne pas bouger ou de bouger moins. On trouve souvent qu'un enfant qui bouge beaucoup, qui est remuant, est dérangeant. Donc, on va lui demander d'arrêter de bouger. Or, il faut savoir que le fait de bouger, le mouvement, c'est un besoin primaire, un besoin physiologique primaire. Ça n'est pas une envie, ça n'est pas un désir, ça n'est pas un caprice, c'est un besoin. Comme quand on ne dort pas ou qu'on ne s'alimente pas, on va tomber malade et ça peut aller même jusqu'à vraiment être grave. Eh bien, le fait de ne pas bouger peut aussi entraîner des choses assez graves. Il faut savoir qu'un enfant de 4 ans, par exemple, a besoin de courir 4 heures dans la journée. Et aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où les enfants ne bougent plus suffisamment parce qu'on les emmène à l'école en voiture souvent. Ils ont 2 fois un quart d'heure de récréation, ce qui est largement insuffisant pour avoir leur content de mouvement. Souvent, on va les chercher à nouveau en voiture et puis ensuite, ils font leurs devoirs, ils prennent leur bain, parfois ils se mettent devant un écran et donc ils ne bougent pas, ils n'ont pas leur content de mouvement. Le deuxième besoin, le deuxième étage de la pyramide, c'est le besoin d'attachement. Alors, l'attachement, c'est quoi? Ça vient de la théorie d'attachement qui est très connue dans les pays anglo-saxons et qui l'est moins en France, mais qui commence quand même à être connue. Et donc, l'attachement, pour résumer, on dit souvent c'est de l'amour. Mais ça n'est pas que de l'amour, l'attachement. Puisqu'un enfant qui va avoir un besoin d'attachement non satisfait va pouvoir développer des comportements difficiles. Or, les parents aiment leurs enfants, donc ça n'est pas forcément un besoin d'amour, mais c'est souvent un problème de disponibilité. L'enfant a besoin de sentir son parent disponible pour lui. C'est pour ça que souvent, quand on est au téléphone ou qu'on est sur notre téléphone, l'enfant va commencer à être agité, à développer un comportement qui nous dérange en fait. Et donc, c'est parce qu'il attend de nous de la disponibilité, mais aussi des câlins et des moments de qualité où on va pouvoir jouer avec lui, avoir une activité privilégiée avec lui. Ça va remplir ce qu'on appelle, nous, le réservoir affectif. Et puis, la troisième étage de cette pyramide qui est encore plus, on va dire, qui est encore moins connu et encore moins valorisé que le fait de bouger dans notre société, c'est le besoin de liberté. Et oui, le besoin, la liberté, c'est un besoin qui est juste universel en fait chez l'être humain. Tous les êtres humains ont besoin de liberté, sauf que nous, on fait partie d'une génération qui avons été éduqués en étouffant en fait. Évidemment, nos parents ne pensaient pas à mal, c'est pas qu'eux-mêmes ont été éduqués là-dedans et donc ils ne savaient pas. Aujourd'hui, on sait grâce aux neurosciences à quel point ça peut stresser un enfant et à quel point ça peut abîmer un cerveau, de priver un enfant de liberté. Et donc la liberté, c'est quoi? C'est le libre arbitre, le fait d'avoir son libre arbitre, le fait d'avoir des choix, le fait de pouvoir prendre ses décisions par rapport à sa propre vie, les décisions qui le concernent. D'ailleurs, cette liberté de décision, ou en tout cas le fait de faire participer un enfant à des décisions qui le concernent,
fait partie des droits qui sont cités dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ça fait déjà 31 ans que la France l'a signé et on est encore très en retard par rapport à cette connaissance en fait du besoin de libre arbitre qu'ont les enfants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, ça fait peur de se dire, mais si je donne trop de liberté à mon enfant, il va penser qu'on peut tout faire, qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Eh bien non, parce que le pendant de la liberté, c'est la responsabilité. Et quand on donne de la liberté à un enfant, il va se sentir plus responsable de ses choix, plus responsable des conséquences de ses actes, et donc il va avoir tendance à beaucoup plus réfléchir à ses actes et à ses choix. Alors, ces besoins primaires, vraiment, j'insiste sur les besoins primaires, quand ils ne sont pas satisfaits ou quand un de ces besoins n'est pas satisfait, eh bien, ça engendre du stress chez l'enfant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment se présente le stress chez l'enfant. Alors, c'est soit un de ses besoins primaires qui n'est pas satisfait, soit c'est son petit réservoir de stress qui est trop rempli. Alors, on a tous un réservoir de stress et l'enfant en a un aussi, qui est plus petit que le nôtre, bien sûr. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, le réservoir se remplit petit à petit de plein de petites tensions. Par exemple, dans la journée, un enfant qui va à l'école, eh ben, son réservoir va se remplir de plein de petites tensions parce que il n'a pas le droit de bouger alors qu'il voudrait bouger, parce qu'il doit lever le doigt alors qu'il n'a peut-être pas l'habitude. Il y a des nouvelles règles auxquelles il faut qu'il s'adapte. Il a envie de faire pipi, mais il n'ose pas demander. Il se fait gronder par la maîtresse, il va se disputer avec un copain, il va tomber dans la cour, se faire mal. Donc tout ça, ce sont des petites tensions qui vont s'accumuler dans son réservoir. Et quand le réservoir est plein, eh bien, vous voyez la dernière petite tension qui est là et qui a plus de place, eh bien, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Qu'est-ce qui va se passer? Le vase va déborder et donc l'enfant a besoin, et c'est une réaction automatique innée qui n'est pas réfléchie, en fait, de décharger son stress, de décharger son réservoir de stress. Et devant qui il décharge son réservoir de stress? Eh bien, devant sa figure d'attachement. Sa figure d'attachement, en général, c'est sa maman, c'est souvent sa maman et son papa. Donc, quand il voit sa maman ou son papa, il y a quelque chose qui se crée de manière complètement innée et non raisonnée et qui fait qu'il va décharger son stress devant sa figure d'attachement. C'est pour ça que souvent, quand on les récupère de l'école ou du périscolaire, ils bougonnent, ils sont de mauvaise humeur, ils chouinent et parfois même ça finit en crise de colère, en crise de décharge de stress en réalité. Alors, pour comprendre ce qui se passe justement chez un enfant qui est en crise comme ça et qui a une montée de stress qui se passe, je vais vous parler un petit peu de neurosciences parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos parents nous ont éduqués comme ça parce qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, on sait, il y a des travaux de neurosciences, d'imagerie cérébrale qui nous ont montré ce qui se passe dans le cerveau quand on est sous stress. Alors, le cerveau d'un enfant, notre cerveau, de manière schématique, est composé de 3 parties. La première partie, c'est le cerveau archaïque. Ce cerveau archaïque, il est responsable des comportements instinctifs de survie. Je vais y revenir. La deuxième, alors, et c'est ce que moi j'appelle la pédale d'accélérateur du stress. Le cerveau, la deuxième partie, c'est le cerveau émotionnel qui nous permet de ressentir des émotions, de réfléchir, d'apprendre. Et la troisième partie, c'est le néocortex, qu'on peut appeler également cerveau préfrontal, qui est derrière le cerveau, qui est responsable de la prise de recul, de l'analyse, le fait d'analyser une situation, de prendre du recul sur une situation, de se maîtriser et aussi d'avoir de l'empathie. Ça, c'est ce que j'appelle la pédale de frein du stress. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie préfrontale, c'est cette partie-là qui n'est pas du tout développée chez l'enfant, qui est très immature chez l'enfant, qui se développe doucement tout au long de notre enfance jusqu'à l'âge de 25-30 ans. C'est-à-dire qu'avant 25-30 ans, cette partie-là n'est pas complètement développée. Et donc, comme elle est immature, eh bien, elle va avoir tendance à dysfonctionner assez rapidement. Et quand il y a trop de stress, donc quand soit un besoin dont je vous ai parlé dans la pyramide n'est pas rempli,
n'est pas satisfait, soit le réservoir de stress est plein, le cerveau est inondé d'hormones de stress et qu'est-ce qui se passe? Ça fait disjoncter la partie préfrontale qui nous permet de réfléchir, de prendre du recul et d'analyser une situation et de se maîtriser. Et c'est la partie archaïque du cerveau qui prend le relais. Et quand la partie archaïque du cerveau prend le relais, on ne peut plus réfléchir. Et le cerveau archaïque est là, nous a aidé à aider l'espèce humaine à survivre, parce que quand on est devant un danger, ce cerveau archaïque nous permet soit de fuir, soit d'attaquer. Et quand l'enfant attaque, ben, il va taper, il va crier, il va se rouler par terre, il va mordre, il va lancer des objets, etc. Ou alors de se figer. Et là, quand l'enfant se fige, en général, ben, c'est comme la souris devant le chat, hein, ou le lapin derrière les phares de la voiture. Son corps ne peut plus et devient tout mou. En fait, il y a une réponse musculaire qui est un tonus musculaire affaibli. Et souvent, on dit aux enfants, parfois, on leur dit, mais bouge, pourquoi tu ne réagis pas? C'est que souvent, ils sont en figement. Donc, voilà ce qui se passe chez un enfant qui est en stress. Et voilà pourquoi, quand il a des comportements difficiles, qu'il fait une crise, qu'il chouine, qu'il râle, qu'il répète sans arrêt qu'il veut quelque chose, etc., ou qu'il a une décharge de stress, c'est que souvent, il y a ce stress-là qui fait disjoncter son cerveau préfrontal et donc c'est le cerveau archaïque qui répond. Et en ce moment, donc c'est majoré avec tout ce qui se passe, tout le stress ambiant qui augmente encore la dose de stress du réservoir de stress des enfants. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment faire pour faire baisser le stress? Alors la première chose à faire, c'est de respirer. Nous, en tant que parents, l'important, c'est de pouvoir rester calme parce qu'on a des neurones miroirs. Et nos neurones miroirs fait que quand l'enfant est stressé, notre enfant est stressé, nous sommes stressés. Quand notre enfant est en colère, nous sommes en colère. Donc, on a tendance à répondre avec des sourcils froncés ou avec de la contrariété qui va encore augmenter son stress. Donc, si on ne se calme pas, on va rentrer dans un cercle vicieux qui ne va pas permettre à notre enfant de se calmer. Or, nous sommes l'adulte, notre cerveau préfrontal est développé et celui de l'enfant n'est pas développé et lui a besoin de nous pour se calmer quand il y a trop de stress. Donc, la première chose à faire, c'est de respirer dans son bassin ou faire une respiration vraiment ventrale et en soufflant très finement par la bouche. On peut s'entraîner avec une paille pour souffler très finement par la bouche et faire de nombreuses respirations. Respirer ce qu'on dit, on dit en général dans le bassin, donc vraiment respirer très bas et le regarder avec bienveillance en évitant la contagion émotionnelle. Et pour éviter la contagion émotionnelle, moi je me répète souvent, son émotion ne m'appartient pas. On a beau être fusionnel avec nos enfants, l'idée c'est de ne pas fusionner avec leurs émotions. Il a une émotion, ça n'est pas la mienne. Il a du stress, ça n'est pas le mien. Donc vraiment se répéter ça. Et puis la troisième chose, et la chose qui marche le mieux pour faire baisser le stress, c'est le câlin. Alors oui, c'est un peu contre-intuitif parce que quand l'enfant est en colère, qu'il jette des objets ou qu'il fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on a des difficultés à le prendre dans les bras. Mais l'idée, c'est vraiment de changer ce regard-là et de comprendre qu'il ne le fait pas exprès, qu'il est juste submergé par tout ce stress et de le prendre dans les bras. Parce que quand on a du contact, ça libère une hormone qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la tendresse et elle est là elle permet de contrecarrer les hormones de stress, de faire retomber le stress et de rebrancher le cerveau préfrontal. Alors, ce n'est pas toujours évident de faire des câlins parce que certains enfants n'acceptent pas qu'on les touche ou qu'on les prenne dans les bras quand ils sont en crise, par exemple. Alors, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est l'aider à décharger le trop-plein de stress par des activités plus physiques qui vont permettre de sortir ce trop-plein de stress. Alors, je vous en ai proposé 3 ici. La première, c'est le ninja. Ça amuse beaucoup les enfants. Vous pouvez prendre une grande feuille de papier ou de journal, l'entailler très légèrement au-dessus et demander à l'enfant de lever le bras très fort et de faire là, ninja et de couper
page en deux en fait. Vous pouvez froisser des boulettes de papier et demander à l'enfant de les lancer très loin, ou vous pouvez lui permettre de se défouler, soit en sautant, en faisant du trampoline ou encore en mettant une musique hyper rythmée et en dansant. Vous pouvez évidemment le faire avec lui, c'est encore plus rigolo. Partager, ça peut être un moment ludique, agréable, rigolo et qui permet aussi de décharger son stress. Et si vous voyez que votre enfant a tendance à être difficile, à avoir des comportements débordants systématiquement le soir, eh bien, je vous conseille de ritualiser ce temps, d'en faire un moment rituel. Dès qu'il rentre de l'école ou du périscolaire, de trouver 5 ou 10 minutes pour décharger ce stress et faire une activité avec lui qui lui permette à la fois de décharger son stress et à la fois de remplir son réservoir d'amour. On reparlera de cette notion de réservoir d'amour avec Laure Cubier que je vais recevoir mardi prochain pour parler de l'attachement et de l'importance de la première année de vie. Voilà pour mes conseils. Je vais arrêter le partage et je vais regarder si vous avez des questions. Coucou Claire, je suis ravie. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de laisser vos questions juste dans les commentaires de ce live et ça me permettra, moi, de vous répondre par la suite. Il n'y a pas de souci, je pourrais vous répondre après. Donc, le live reste sur ma page Facebook. Il est disponible. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur www.parents-apaisés.com ou sur un post en dessous. J'ai également partagé le programme de la semaine avec des interviews et des lives avec des professionnels de l'enfance, des coachs parentales, spécialistes de la relation adulte-enfant qui ont suivi la formation d'Isabelle Filiosa. Et donc, vous allez pouvoir retrouver ce programme pendant la semaine et avoir d'autres informations qui vont certainement vous être utiles pour mieux comprendre votre enfant et développer des relations apaisées et des relations complices avec votre enfant pour très longtemps. Voilà, je vous laisse, je regarde Laurence. Hello Laurence. Je vous laisse avec ce live et n'hésitez surtout pas à me laisser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai tout de suite ou par la suite. Vous aurez mes réponses en tout cas. Je vous fais un gros bisou. Au revoir Laurence, au revoir Claire et à très bientôt.